Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et à toutes, pilotes, résistants, futurs Jedi, on ne sait pas, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans ce Geek en série bonus pour parler enfin d'une série qu'on a beaucoup aimée avec Léna, c'est la série Andor. Alors déjà, bonjour Léna, tu vas bien ? Eh ben, salut Faye, super contente d'être là pour parler d'une série Star Wars qui pour le coup est, on va le voir, très réussie, puisque la dernière fois qu'on s'était réunis c'était... Non, d'abord le dernier c'était la série animée, donc c'était très cool, mais avant on était sur Obi-Wan et c'était un peu on était très triste. Ah oui, on a eu des commentaires, genre vous étiez déprimés, qu'est-ce qui se passe, ça va pas. Ben ouais, on était un peu déprimés, et là j'avoue, comme quoi c'est bien de se dire qu'il existe toujours de l'espoir, parce que voilà, il y a des choses très bien qui arrivent. Bah écoutez, on va essayer de vous donner envie de voir la série, si vous l'avez pas vue bien sûr, parce que vous le savez, il y a toujours une partie sans spoiler. Et puis pour ceux qui l'ont vue, on discutera nous un peu plus de la série en détail, et on vous invite bien sûr à venir continuer après la conversation avec nous sur nos réseaux sociaux. Vous tapez James et Faye ou Geek en série que sur Twitter. Voilà, on a le Discord, on a plein de choses. Vous le savez, on est là pour vous, les amis. On est toujours très contente de parler séries et Star Wars avec vous. Eh bien, écoute, je te propose qu'on se lance donc dans l'aventure d'Andor après un petit extrait de trailer. Pour pouvoir voler l'Empire, il suffit d'y entrer comme chez soi. Ils sont tellement fiers de ce qu'ils sont, tellement repus d'autosatisfaction, qu'ils ne peuvent même pas imaginer que quelqu'un comme moi réussisse à pénétrer chez eux. Cassian Andor. L'Empire nous étrangle si lentement qu'on n'y prête même plus attention. Alors ma question c'est... Est-ce que tu préférerais pas frapper un grand coup pour un vrai résultat ? J'ai besoin de tous les héros que je peux trouver. Pour le bien de tous. Chacun appelle ça comme il veut. Appelons ça une guerre. Il y a de la sédition dans l'air, monsieur. Des poches d'éléments séditieux. Tu es dans mes filets. Es-tu un petit poisson ou une grande voleuse? Vous vous ramollissez. Je ne me ramollis pas, mais je vis caché depuis trop longtemps. Tant qu'on me prend pour une sénatrice ennuyeuse, il y a une chance qu'on ne remarque pas mes vraies activités. Quelles sont vos vraies activités? Voici le véritable visage de la Révolution. J'en ai assez de perdre. Donc voilà, c'est parti pour Andor. Donc c'est une mini-série qui sera en 2 saisons de 12 épisodes chacune. Là, on parle que de la saison 1 puisque elle est sortie, voilà. On n'a pas encore vu la 2. Et Léna, je vais te laisser la parole en premier pour que tu nous recontextualises un peu tout ça, là, voir un peu d'où ça vient, par rapport un peu à l'univers, par rapport à la production. Vas-y. Eh bien, tout a commencé en novembre 2017 quand Robert Iger, qui était l'ancien PDG de Disney, a annoncé qu'il y aurait des séries Star Wars qui seraient en prise de vue réelle.
Et 1 an plus tard, il a annoncé qu'il y aurait une série préquelle de Rogue One, donc qui serait un peu ça a été vendu un peu comme un thriller d'espionnage qui serait centré donc sur le personnage d'Andor. Donc le tournage était initialement prévu pour 2019, parce que Diego Luna était avant, je vais un peu plus vite, mais Diego Luna qui interprétait Andor dans Rogue One reprend son rôle, et donc il fallait attendre aussi qu'il ait fini Narcos Mexico pour pouvoir aussi lancer le tournage. Donc on a au départ Jared Bush qui est initialement engagé pour le pilote et pour écrire un peu la bible de la série. Donc fin 2018, on va voir Stephen Schiff qui est officialisé comme showrunner et producteur délégué. Mais un peu plus tard, on a aussi Rick j'écorche le nom, mais Famuyiwa qui est évoqué pour réaliser certains épisodes. Et finalement, il était pas sur Mandalorian, lui. Il me semble que si, ouais. Et après, en 2019, on a Tony Gilroy qui rejoint le projet et qui finit par remplacer Schiff. Voilà. C'est ça. Mais d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de rebondissements. Moi, je pensais à un moment que la série, elle verrait pas le jour parce qu'on a eu beaucoup d'infos. Les scénarios ne plaisent pas. Ça repasse et tout. Et c'est vrai que Diego Luna est aussi producteur sur la série. Et apparemment, ça lui tenait à cœur de faire quelque chose de bien. Donc, il s'est assez investi. Je sais pas si, il s'est assez investi. Donc, tu parlais de Tony Gilroy. Est-ce que tu veux le resituer ou tu veux que je le fasse? Je te laisse la parole. J'ai moins d'infos, je pense, que toi. D'accord. Alors, Tony Gilroy, il a travaillé sur des films comme, par exemple, Michael Clayton, Duplicity, ou alors l'horrible Jason Bourne, l'héritage. Donc, c'est pas, il a pas fait des grandes choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a travaillé, en fait, sur les réécritures du scénario de Rogue One et sur la partie des fameuses reshoots. Donc il connaissait déjà bien le personnage et pareil, il s'est énormément investi sur la série. Il voulait vraiment avoir quelque chose de cohérent, quelque chose qui changeait un peu de ce que les autres séries ont fait, hein, comme par exemple bien sûr Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, c'est chef-d'œuvre. Et il avait envie de partir sur quelque chose de plus sérieux. Donc écoutez, grand bien lui a fait. Et il a travaillé sur les scénarios avec son frère. D'accord. Donc j'ai plus son prénom, mais c'est Gilroy aussi. Comme quoi, on le verra, ils ont plutôt bien bossé. Oui. Ok. Et après, on a du coup comme beaucoup de séries qui ont vécu la même chose, la production a quand même été aussi arrêtée par le Covid. Donc ça a ajouté aussi un contexte un peu incertain pour la série, en plus de tous les changements qu'il y a pu y avoir de scénario. Ah oui, elle a été arrêtée en plein tournage, qui a vu des cas de Covid. Ils ont dû attendre avant de pouvoir tourner, parce que la série, elle a été tournée en Angleterre et en Écosse, de ce que j'ai lu. Et donc, pour aller sur le sol anglais, c'était un peu compliqué. C'est ça, j'ai vu qu'il y avait des prises de vue à Londres aussi. C'est ça, ils sont allés dans le fameux studio de Panwood, là où justement les Star Wars ont été tournés. Et d'ailleurs, ce qui différencie la série, c'est qu'il y a beaucoup de décors qui ont été construits. Ils n'ont pas utilisé la même technique que pour les autres séries Star Wars, tu sais, avec le fameux grand écran et des images là projetées. Donc ils ont vraiment fait ça à l'ancienne et ça se voit. Je trouve que ça participe beaucoup au look de la série. Donc assez compliqué, beaucoup de fois repoussé. Et c'est vrai que vraiment, quand je regardais un peu les news qui passaient et tout, il y avait pas des masses de gens qui l'attendaient, cette série, étrangement. Et beaucoup avaient peur. Moi, j'avoue que je l'attendais énormément parce que j'ai beaucoup aimé le personnage dans Rogue One. Et on en reparlera en spoiler, mais il y avait des scènes dans Rogue One qui, justement, me laissaient penser que ça pourrait être intéressant de connaître son histoire. Non, mais c'est vrai que moi, Rogue One, c'est vraiment un film qui m'a énormément plu. Et que à sa sortie, j'ai pas toujours trouvé jugé à sa juste valeur, parce que moi, je me souviens, je suis allé voir avec des amis qui râlaient parce que mais c'est pas Star Wars, il y a pas des combats de sabre laser. Moi, j'étais là, mais c'est pas que ça, Star Wars, c'est tellement plus riche. Et j'étais tellement contente de découvrir d'autres facettes de l'univers. Et pour le coup, pour moi, c'est un film qui m'a énormément plu. Et quand on m'a dit qu'il y aurait un préquel sur ce personnage, comme toi, j'avais bien aimé le personnage et j'avais envie de voir la suite. C'est vrai que, je pense comme toi, les premières séries Star Wars, Mandalorian, on a été plutôt toutes les deux conquises. Mais quand on a vu Boba Fett ou Obi-Wan, on a pu avoir des doutes
sur cette série qui était annoncée et sur l'avenir de Star Wars. Et c'est vrai que moi, la première bande-annonce qui avait été diffusée m'avait quand même pas mal rassuré, parce qu'en tout cas, de ce qu'elle présentait en termes d'ambiance, ça avait l'air de coller plutôt à nos attentes. Et oui. Ah oui, parce que en fait là on avait vraiment quelque chose à développer. Le problème sur Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, on l'avait dit, c'est que c'est des persos qui sont chers à certains fans, mais au final au niveau de leur histoire, Obi-Wan, on sait déjà beaucoup de choses. On avait, je pense, qu'il fallait, c'était peut-être pas la peine de développer un peu plus. Et après Boba Fett, le problème c'est qu'on n'a pas grand-chose sur lui. Et le développement a été un petit peu loupé. Et on en avait parlé justement dans l'émission sur Obi-Wan Kenobi, toutes les deux. On avait envie d'avoir un contenu un peu plus adulte et qui explore un peu plus d'autres facettes de l'univers. Et c'est vrai que là, ils ont écouté l'émission, je pense. Ils se sont dit, elles vont être contentes. Et oui, c'est ça. Et c'est vrai que, juste pour revenir sur Boba Fett, ça fait partie un peu des personnages, je pense, qui sont un peu, entre guillemets, mystérieux, et où tu n'as pas envie spécialement d'en savoir plus, en fait, et où ça leur va très bien de pas détailler toute leur histoire. Des fois, ça sert à rien de surexpliquer. Et, exactement. Et là, pour le coup, enfin, je sais pas comme tu le vois, mais que ce soit Obi-Wan ou Boba Fett, c'était des séries vraiment qui étaient centrées sur des personnages. On nous a vendu un personnage et ce qui allait autour. Et c'est vrai que Andor, oui, il porte le titre de la série, mais c'est aussi un biais de parler de tellement, on reviendra dessus, mais de tellement d'autres sujets Star Wars. C'est pas juste le personnage d'Andor en lui-même qui est qui est vraiment, certes, il est le biais de la série, mais c'est pas juste sur lui, et ça permet de parler de beaucoup d'autres sujets qui sont chers à l'univers Star Wars, quoi. Ah oui, on est d'accord, hein, ils auraient pu l'appeler Résistance, ils auraient pu donner plein de noms, mais c'est vrai que donner le nom d'une personne, ça permet de mettre un visage sur les événements de la série, et on les ressent un peu plus, ça apporte de l'empathie, je trouve. C'est ça. C'est exactement ça. Bah écoute, je te propose qu'on parle de Diego Luna. Oui, vas-y. Ah ouais, j'ai appris des choses, il y a plein de choses que je savais pas. En fait, Diego Luna, il est né d'une mère qui était costumière britannique et d'un père qui faisait de la scénographie pour le cinéma et le théâtre d'origine mexicaine. Et le pauvre, en fait, il a perdu sa mère à l'âge de 2 ans. Et je trouve que cette info, pour moi, ça fait un écho avec des choses qui se passent dans la série. Dans la relation, parce qu'il a une mère, donc il y a la relation mère-fils. Et je pense que quelqu'un qui a peut-être perdu sa maman, il a dû puiser dans des émotions, je pense comme ça, pour la relation mère-fils de la série. Bref, en tout cas, il a commencé très tôt à travailler à la télévision mexicaine. C'est son père qui l'a poussé en disant « Ah, vas-y, ça te ferait du bien ». Donc, il a fait pas mal de séries, dans le style mexicain. Il est même devenu après une star de ciné. Il a aussi travaillé dans des petites productions un peu mexicain-américaines. Il a participé par exemple aux suites des films vampires. Donc le film Vampire, c'est un film de Carpenter qui a connu différentes suites en direct ou DVD. Donc je crois la troisième a été réalisée par son pote ça j'en trouve plus son nom. Ça y est, celui qui a fait Halloween 3. Qui a fait ça aussi, le film. La version de ses téléfilms, ça, je sais pas son nom. Tommy Lee Wallace, ça m'est revenu. Donc il a eu la chance de tourner avec un pote de Carpenter, ça c'est pas fantastique. Ouais. Il a de la chance. Il a de la chance, mais il a eu encore plus de la chance parce que au début des années 2000, il est repéré dans le film d'Alfonso Cuarón, Y tu mamá también. Et donc il va aux USA faire d'autres films, et il a tourné dans ce chef-d'œuvre qui est Dirty Dancing 2 Havana Night. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est vraiment Non. C'est horrible. Je te conseille pas. Après, on l'a pu le voir aussi dans Harvey Milk, dans Elysium, dans le très mauvais remake de l'Expérience Interdite. Et bien sûr, Narcos Me. Il est pas terrible. Oui, hein. c'était pas terrible. Non, je conseille pas. Mais il y a une autre actrice dedans dont on parlera dans une prochaine émission bientôt. On ne dit pas qui, mais on vous laisse fouiller. Donc après, Narcos Mexico, Rogue One et compagnie. Donc voilà un peu pour son parcours. Mais je savais pas qu'il avait fait autant de choses différentes. J'avais pas fait gaffe, quoi. C'est cool. Donc je te laisse reprendre. Du coup, est-ce qu'on continue un peu sur le casting ? Allez, écoute, continuons le casting parce qu'on a dit quand même pas mal de bonnes infos. Donc c'est ça. Donc le rejoint aussi, on va avoir Stellan Skarsgård, donc comme moi personnellement c'est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir sur Tchernobyl, dans les magnifiques films Thor. Ah oui, mais il a fait plein de choses. Dans le magnifique aussi film qu'on a adoré voir au cinéma, Faye, non ? Lequel ? Qu'on a vu en IMAX où il y avait beaucoup de sable.
Ah oui, ce truc-là. Ah oui, oui, oui. Ce machin sans âme, là, qui était sur cette dune. Oui, oui, oui. Oh purée, un jour, il y a Denis Villeneuve, il va venir, il va nous casser la figure. Oui. Non, mais on n'a rien contre lui. Ça se trouve, il est très sympa. Hein. Oui, on veut bien l'inviter à prendre un brunch avec nous. Après, c'est pas pour autant qu'on regardera ses films, mais nous, on est très Voilà, on peut aimer quelqu'un, mais pas forcément aimer son œuvre. Hein. C'est ça. Il y a pas de souci. En tout cas, Stellan Skarsgård, il a fait quand même pas mal de films. Je crois que je l'ai vu dans Breaking the Way. Je sais pas s'il est pas aussi dans À la poursuite d'Octobre Rouge. Je vais pas dire de conneries, mais il me semble. En tout cas, c'est aussi le papa de 2 acteurs qui ont fait des séries et des films. 3 même, oui, c'est vrai. Donc, il y a Alexander Skarsgård qui était au niveau série, vous avez pu le voir dans True Blood, Big Little Lies, c'est ça? Ouais, c'est et ça. puis, dernièrement, vous avez pu le voir dans Northman, dont on a parlé, dont on a supprimé les rushs. Et puis, il y a le fameux, alors j'arrive jamais à me rappeler son prénom, parce qu'avec James, on le surnomme Bill Peter. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est Bill, donc voilà, c'est Bill Skarsgård. Mais nous, c'est Bill Peter, donc je sais jamais si c'était Peter ou Bill. Voilà, et lui, vous avez pu le voir dans la série Castle Rock, par exemple, également dans les 2 films Ça. Oui. Donc voilà, une belle famille d'acteurs. Ouais, et le troisième, par contre, je sais plus son prénom. Le troisième, j'ai plus son prénom, mais il jouait Floki dans Viking, la série. Voilà. Ah bah écoute, je n'ai pas vu cette série. Il faudrait que je découvre ça, écoute. Une famille qui aime bien le Nord. En fait. Et en tout cas, une famille, parce que ils sont quand même suédois, pardon, j'allais dire des bêtises. Ils sont quand même suédois, et c'est pas un pays où il y a beaucoup de population finalement. Et rien que dans cette famille, ils ont fait quand même pas mal de productions. Donc ah bah oui, franchement, chouette famille. En plus, je trouve que dans Andor, Stellan Skarsgård, je l'ai trouvé excellent. Il a un rôle qui est pas facile et il arrive vraiment à avoir une belle panoplie de jeu, quoi. Il arrive vraiment à gérer entre différentes émotions. Il y a des fois tu vas dire quel connard, puis des fois tu vas dire peu cher. Enfin, vraiment très très bien. D'ailleurs, le casting, j'ai trouvé correct dans l'ensemble, à part 2-3 personnages au niveau de l'Empire là. Un certain couple, je ne dis pas qui, mais voilà. Je te laisse poursuivre. Alors, qui c'est que j'ai d'autres? J'ai Geneviève O'Reilly. Que toi tu dois beaucoup aimer, qui a joué dans certains films qu'on aime beaucoup. Oui, dans Star Wars, la prélogie. Oui, déjà. Voilà. Donc le personnage qui joue Mon Mothma. Bah ouais, elle est excellente. Et après on l'a vu dans quoi d'autre? Mais dis-moi tout. Eh bien, on l'a vu dans Matrix Reload et Révolution. Mais oui, mais c'est fantastique. Donc, elle connaît Keanu, mais tu as vu ça un peu? Une actrice de qualité. Mais oui. Attends, ça ne déconne pas. Qui avons-nous d'autres? Alors, j'ai aussi noté Kyle Soller, qui joue le personnage de Cyril Karn, qui a joué dans Fury, dans Anna Karenina, dans Paul Dark. Je sais pas si tu connaissais un peu l'actrice ou pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai dû voir Anna Karenina, mais alors elle m'avait pas marqué. Ouais, moi non plus. Moi, je raconterai alors. Moi, il y a Fiona Shaw qui m'a marqué, qui fait la maman d'Andor et qui était donc la tante dans Harry Potter. Mais je l'ai trouvée magnifique. Il y a une scène dont on parlera dans la partie spoiler que j'ai trouvé d'un lyrisme, ah, c'est magnifique. Non, c'est un personnage qui est, son jeu d'acteur est top et son personnage est très intéressant. Donc, vraiment un personnage fort de cette première saison. Ah ouais, on a des beaux personnages féminins, franchement. Ouais, on a pas mal de personnages féminins. On a du coup aussi Denise Gough qui joue donc la superviseuse d'Edra Miro. Elle joue donc, comme une patate. Qui a joué dans le Robin des Bois de Ridley Scott. Ah bah voilà, ça explique tout. Ouais. Il est pas très bon sur Ridley Scott. Non. Je suis pas très fan. Surtout dernièrement, c'est pas... Non, c'est pas... j'avais bien aimé The Last Duel, mais pas le dernier là. Ouais, non. C'est pas... On avait pas trop aimé... Comment ça? C'est quoi? C'est Gucci, non? Ouais, Gucci, c'est quelle baraque? C'est ça. T'as trouvé. Oui. C'était ça. Non, c'était pas fifou. Bon, il y avait Jared Leto, ça arrangeait pas aussi. Et quand on parle de Jared Leto, on a aussi Adria Argonia ou Arjona, je sais pas comment on dit, qui joue Big Scaline et qui a joué dans un film excellent avec Jared Leto. Mais dernièrement. Un film qui nous a transcendés, c'était Morbus. Ouais. Mais oui. Et quand j'ai fait le lien, je me suis dit, mais la pauvre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais pourquoi? Alors qu'elle est pas mal dans Andor, enfin... Moi, je trouvais, comparé à l'autre, là, la superviseuse, elle est quand même mieux. C'est pas non plus... Elle a pas le rôle le plus développé de la série, mais c'est pas mal. Oui, ça va. Se déroule pas trop mal.
Et on a un personnage important de l'univers Star Wars qu'on a pu voir dans Un Nouvel Espoir et aussi nous dans Clone Wars, qui est le colonel Wolf Yularen, qui est interprété par Malcolm Sinclair. Alors lui, dans quoi on l'a vu? Eh bien... Je sais pas. Parce que j'ai pas retrouvé et je trouvais que il me faisait penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à trouver où. C'est pas grave, ça me reviendra. On pense à lui. Voilà, on pense à toi très fort. Si tu veux nous dire dans quoi t'étais, ça nous fera... envoie-nous un MP. Est-ce qu'on parle ou pas de l'arrivée d'un acteur un peu particulier, ou est-ce qu'on le garde en spoiler? Ah, ça c'est vrai. Est-ce que ça spoil beaucoup? Allez, on va le garder en surprise. Voilà, alors on vous tease. Voilà. On vous tease. Il y a un acteur qu'on aime beaucoup. Et on vous dira qui c'est en spoiler. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes ces personnes qui ont joué dans la série. Eh ben écoute, c'est pas mal. Tu l'as dit là, je sais plus si tu l'as dit, le petit jeune énervant là. Oui, c'était Kyle Soller. Ah bah c'est lui, d'accord, voilà. Mais en fait, tu sais qui me fait penser, et c'est ça, j'étais allée vérifier si c'était pas son frère. Il me fait penser à l'actrice qui fait Ginny dans Harry Potter, et je me suis demandé si c'était pas son frère, mais non. Et j'ai pas trouvé qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans la vie, donc voilà. Écoutez, ça m'a perturbé. J'ai retrouvé qui me faisait penser. Alors, est-ce que tu nous reciterais pas, tiens, un petit peu, où on est dans l'univers, quelle époque, un petit pitch comme ça. Et donc, oui, comme on vous l'a dit, donc Andor, c'est un préquel au film Rogue One. On se situe 5 ans avant le film. Donc, pour vous rappeler un petit peu, ce n'est pas un spoil, mais à la fin du 3e épisode de Star Wars, on a donc le chancelier Palpatine qui obtient les pleins pouvoirs, et donc qui va baptiser le premier empire galactique. On a tous les Jedi qui sont chassés par l'ordre 66. On va avoir cet empire qui va instaurer un nouveau pouvoir avec l'occupation des différentes planètes, le changement de monnaie, la destruction des installations clones et de Kamino. On a le Sénat qui va être maintenu un peu pour la forme, mais qui est plutôt une façade. Et donc on va avoir surtout une force militaire, parce qu'on pourrait se dire l'Empire a gagné, c'est la fin de la guerre, on n'a plus besoin de soldats, mais si Palpatine donc va maintenir une force militaire assez importante pour la sécurité de l'Empire, hein, c'est son argument, pour protéger l'Empire, et aussi un peu cette expansion, et donc au travers de la galaxie vont commencer à émerger des petites cellules de résistance, et donc dans ce contexte-là, on va retrouver donc un personnage qui s'appelle Cassian Andor, voilà, un personnage un peu solitaire qui va être le héros de cette série, mais pas seulement, parce qu'on va voir beaucoup de choses au travers de cette série. Alors je sais pas si tu veux revenir un petit peu sur ce qui se passe dans le premier épisode sans spoiler trop. On peut dire un petit peu, oui, que ça commence, on voit que c'est quand même... Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'esthétique de l'épisode, c'est-à-dire qu'on passe d'une prélogie qui avait beaucoup de couleurs et qui commençait tout doucement sur l'épisode 3 à aller vers quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus froid. Et là, on a carrément le froid dans la série qui s'est installé. C'est des couleurs très gris, très bleutées. On voit que c'est pas la joie. On sent directement la pression qu'exerce l'Empire sur les populations. On voit la façon dont les gens sont exploités au travail. On voit la petite ville où vit Andorre, où vraiment les gens c'est réglé, genre tac ça sonne, on doit aller bosser, tac on fait autre chose. Ça me fait penser un peu à Metropolis, le film de Fritz Lang, où tu as une structure donc là qui est genre en haut les riches, en bas les pauvres, et dans la vie des pauvres c'est réglé par le temps, genre à telle heure t'as telle équipe qui doit aller bosser, qui font des choses très mécaniques, qui se tuent à la tâche, et on retrouve ça aussi dans la série. Et c'est vrai que c'est une série qui va citer pas mal, je trouve, d'œuvres de science-fiction, et qui le fait de façon très intelligente, et je trouve qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec notre société actuelle aussi, parce qu'on a des gens qui sont, ça aussi c'est quelque chose qu'on voit dans le contexte, des gens qui sont innocents et qui sont arrêtés pour rien. Tu vois, tu peux faire des parallèles avec ce qui se passe en Iran par exemple, où c'est très très dur, dans des conditions très très dures, et on voit que les gens ils en peuvent plus, c'est la colère qui monte, hein. Tu te dis ça va mal finir d'entrée en fait. C'est ça. Non, mais c'est une série qui est vraiment très riche, et pour le coup c'est un peu ce qu'on demandait. On demandait quand on a pu en parler nous régulièrement de Star Wars, on demandait une série plus mature, plus adulte, qui ait un vrai propos, qui soit pas juste du divertissement, mais qui mette en avant des thématiques intéressantes et qui fasse réfléchir aussi le spectateur.
Et clairement, je pense que c'est ce que nous donne Andor au travers de ces différents sujets, au travers de la rébellion, au travers, comme tu le dis, de ces conditions parfois de travail pour des gens qui font le même boulot tous les jours et qui parfois prennent des risques parce que c'est pas toujours des tâches qui sont dépourvues de risques. Et donc on a tout un contexte, on a aussi un message qui est très politique, on reviendra en partie spoiler, mais qui dénonce un petit peu tout ce qui peut se passer sur Coruscant. Est-ce que le Sénat a encore vocation d'être? Est-ce que Palpatine est un dictateur ou pas? Bon, on s'en doute un petit peu, mais comment en tout cas tous les habitants peuvent le ressentir. Et je pense notamment, ça se ressent aussi sur Coruscant, on a pu le voir notamment dans plusieurs séries, notamment dans Clone Wars, que dans Coruscant, on en avait parlé, il y a vraiment ce côté de ville à étage où plus on est dans les hautes sphères, plus les gens vont avoir une vie un peu riche, ils vont manquer de rien, et plus on va descendre, plus les citoyens, même s'ils habitent Coruscant, ont une vie forcément plus modeste et vont même manquer de ressources primaires et vont vivre dans la difficulté. C'est ça. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la différence de réalisation quand on est sur Coruscant. Là, on a la couleur qui revient et on a l'impression, en fait, c'est filmé de façon très théâtrale. Et en fait, ça nous permet, nous, téléspectateurs, de comprendre que là, on est dans un endroit, en fait, où tout le monde joue la comédie, tout le monde est dans le paraître et que, il y a plein de choses qui se décident, tu vois, des manipulations, des trucs comme ça. Et la caméra, elle va être très fixe, elle va suivre les personnages, elle va toujours les planter dans un cadre comme justement s'ils étaient sur une scène de théâtre devant un décor. Il y a aussi tout un jeu avec les costumes, les couleurs des costumes. On voit avec Mon Mothma qui est dans le parade, qui change souvent de tenue. Et là, on peut faire justement des rapports avec des choses qui ont été développées dans les romans. Et là, j'en parlais dans le Retour vers les étoiles sur l'épisode 3 de cette trilogie de romans sur Padmé, où justement on voyait que dans sa stratégie elle utilisait justement le paraître, la mode et tout ça pour faire passer des messages dans ses tenues et aussi comme outil pour un peu manipuler, essayer d'avoir ce qu'elle veut. Et on le voit avec Mon Mothma, quand il y a les soirées, elle se fait très élégante, très douce, toujours le sourire, elle essaye de charmer les invités, et puis dès qu'ils s'en vont, on voit que le sourire disparaît, que c'est une façade, et que dès qu'elle doit repartir dans la lumière, paf, elle retrouve un peu ce truc-là. C'est hyper intéressant. Et même tout ce qui est la naissance de cette fameuse rébellion, ça va être montré dans la série aussi. Et là, on peut faire des rapports, bien sûr, avec la Seconde Guerre mondiale, qui était déjà très souvent fait au sein de la trilogie. Et là, c'est pareil, ce côté, on a double casquette, on parle de choses sérieuses, mais en faisant croire qu'on s'amuse. Enfin, et on voit aussi quelque chose qui était sous-entendu dans les films Star Wars et aussi dans Rogue One. C'est que c'est la guerre quelque part, et cette rébellion, c'est pas les gentils d'un côté et les bons d'autre. Dans la rébellion, on voit que parfois il y a des actes très sombres qui sont commis pour un plus grand bien, on va dire. Ça pose la question de ce qui est acceptable ou non. C'est pas, pour arriver à tes fins, est-ce que tous les moyens sont justifiés, quoi? Mais c'est ça exactement, c'est une série, je trouve, je sais pas toi, mais moi ça m'a fait beaucoup m'interroger, parfois d'un point de vue philosophique, surtout sur l'éthique, la moralité, et puis il y a vraiment des épisodes où j'ai été prise par les émotions, c'est-à-dire qu'on a un début qui est très froid, qui peut rebuter des gens. On a eu des discussions sur le Discord, je pense notamment à l'ami XP qui a du mal à rentrer dans la série, et c'est vrai que les premiers épisodes sont assez très froids, vont assez vite. On a l'impression que Andor c'est every man for himself, qu'il est très égoïste, qu'il pense qu'à son but précis, qu'il s'en fout de ce qui se passe autour de lui, donc ça le rend pas forcément sympathique, et donc on se dit pourquoi je vais suivre cette série avec lui. Mais au fur et à mesure que les épisodes augmentent, on a de plus en plus d'empathie pour les personnages qui naissent. Et puis alors on a moi je me suis sentie aussi oppressée parfois par certains épisodes où vraiment on sent comme une électricité dans l'air. On se dit oh là là, ça va péter, ça va mal finir. Et là dans la réalisation, vraiment il y a des épisodes où
il se passe des choses très très tragiques qui m'ont rappelé des vieux films que j'avais vus en cours de ciné, tu vois, je pense à de l'expressionnisme allemand, un peu des trucs un peu russes aussi dans le montage. Enfin, il y a des trucs très très forts sur des films un peu, tu vois, d'ouvriers, de trucs comme ça. Et c'est très très puissant. Et il y a vraiment ce qui m'a marqué, c'est que la série, elle arrive à créer des images marquantes, des images cultes. Tu vois, rien que d'en parler avec toi, j'ai des images qui apparaissent, notamment d'un certain personnage. Mais ouais, c'est fou. Alors que par exemple, tu vois, tu me dis Obi-Wan, j'ai zéro image qui me reste. Alors, pareil, Boba Fett, alors là, je me rappelle absolument plus ce qui passe. À part Grogu, le fameux. À part la partie de Boba Fett qui n'est pas du Boba Fett, finalement. Voilà, c'est quand même dingue, hein. Et là, vraiment, j'ai des trucs qui passent en tête et j'ai l'émotion qui remonte. Et ça, je trouve ça fort parce que vraiment, ça montre, bah oui, que l'Empire, c'est pas que l'histoire de la saga Skywalker. Il y a des gens autour qui ont souffert. Voilà, c'était compliqué et c'est pas forcément que parce que Luke, il a tué l'empereur à un moment que ça réglait les problèmes. C'est pas parce qu'il y a eu tel ou tel truc. On voit que bah il y a eu plein de choses qui se sont passées entre les trilogies. Enfin, on voit que il y a une vie quand même et ça rend cet univers encore plus concret et ouais, et je trouve que c'est très très fort. C'est ça, parce que finalement, au travers juste des films Star Wars, bon, bien sûr que là je résume un peu, mais il y a beaucoup de thématiques, mais on se concentre beaucoup sur les Jedi, puis sur cette famille, et faut se rappeler quand même que l'univers Star Wars, il est immense, et que les Jedi, ce n'est qu'une très faible portion, c'est pas du tout la majorité. Donc autour, à part eux, il y a énormément d'autres personnes, d'autres enjeux, d'autres espèces, il y a plein de choses différentes et qui ont le mérite aussi d'être exploitées ici. Et c'est pour ça que finalement c'est super intéressant, et comme tu dis, même si la série peut paraître un peu froide au début, et même sur certains sujets, ou être bien sûr très sérieuse dans les sujets qu'elle traite, ça n'empêche pas que moi il y a certaines scènes qui m'ont provoqué des fortes émotions, et comme tu le dis, en y repensant là maintenant, je les ai parfaitement en tête, et je me souviens de l'émotion que ça m'a procuré en les regardant. Donc ça n'empêche pas qu'ils arrivent à créer des personnages forts auxquels on s'attache, et qui te donnent, moi je sens ce sentiment, tu sais, de groupe et de révolte. Toi, t'as envie aussi, t'es devant ta télé, mais t'as envie d'y aller aussi. Tu te dis, allez, on peut le faire. Toi aussi, t'es embarqué. C'est ça, t'as envie d'aller qui réussit, quoi. Et puis les scènes d'action, ça aussi, on va en parler avant d'entrer à la partie spoiler. Les scènes d'action, je les ai trouvées vraiment très réussies. Encore une fois, ça reprend bien les codes de l'espionnage. Il y a toute une partie où j'ai pensé carrément à Mission Impossible. Ouais. Alors, la série télé, voilà, plus la série télé que le film de Tom Cruise, même s'il y a quand même des choses un peu très spectaculaire, mais c'est vrai qu'il y a tout ce côté infiltration, ce côté ah là là, tension, est-ce qu'ils vont réussir ou pas, enfin il y a vraiment tous ces codes là, le fait de changer d'identité, de devoir faire attention, de travailler c'est pareil aussi, on retrouve le côté théâtral dans ces missions d'espionnage aussi, où c'est vital de travailler son rôle, parce que si tu rates ta prestation, tu l'as dans le baba, comme on dit, hein, tu peux mourir, quoi. Donc c'est super cool. Et puis il y a aussi une histoire avec un jeune personnage qui m'a rappelé le personnage, tu sais, dans Matrix, le petit jeune là, je sais plus comment il s'appelle, le mulet, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a inventé la fameuse femme à la robe rouge là, qui est très, on voit qu'il est très idéaliste, qui croit vraiment dans son combat, enfin qui est tout excité, et ça m'a rappelé ce personnage là qui croyait vachement en Neo, qui était à fond dans le truc. Il y a un peu aussi ce miroir là après dans la suite avec le petit jeune là, tu sais, qui arrête pas de stalker Neo dans je crois que c'est l'épisode 2. Ouais, l'épisode 2 et l'épisode 3. On le voit dans les deux derniers, qui était intéressant aussi, et c'est fou de voir qu'en fait la jeunesse aussi, elle est montrée comme un moteur de révolution, mais c'est aussi ils sont un peu naïfs, quoi, et il y a plein de enfin je sais pas, c'est ça qui est intéressant de voir les deux côtés. Je veux dire, on nous montre pas juste une série qui se passe du point de vue de la rébellion entre guillemets, et juste l'Empire c'est les méchants, nous on est les gentils. Il y a on voit des deux côtés, et on voit qu'il y a tout n'est pas mauvais de l'un et tout n'est pas bon de l'autre, et il y a de la nuance, et c'est ça qui est intéressant aussi au travers de cette série.
Ouais. C'est une série qui met bien en avant le truc de... Tu sais ce que disait... ce qu'avait dit Leia dans l'épisode 8, qu'elle parlait de l'étincelle qui allait faire renaître la rébellion. Et ben là, cette série-là, c'est l'origine de l'étincelle. C'est la première étincelle qui amène à la révolution. Et je trouve qu'il y a un parallèle vraiment entre cette série et le film de Rian Johnson qui est très intéressant. Et ça me fait plaisir, encore une fois, parce que l'épisode 8, je trouve qu'il est très injustement critiqué, mais bon, c'est mon avis personnel. Hein, moi, c'est celui que j'ai préféré des 3. Bah, pareil. Ah oui. Voilà, non, vraiment on a aimé. Sur ce, je te propose qu'on aille dans la partie spoiler, comme ça on va pouvoir rentrer un peu plus en détail. En tout cas, chers amis, si vous n'avez pas encore vu Andor, allez hop, vous le savez, on met sur pause, on va sur Disney+, on regarde les 12 épisodes, et puis on revient nous écouter. Et puis vraiment donner sa chance à cette série, parce que ça vaut vraiment le coup. Ah oui, ça vaut le coup. Dépasser les 2 premiers épisodes, continuer, parce que vraiment quand on arrive dans les... Déjà quand on arrive à la moitié, même un petit peu avant, il y a un lyrisme de fou. Je vous jure, il y a des fois où vraiment... Pour moi, ça s'emballe vraiment à partir de la deuxième moitié du 3e, à peu près, là où ça commence vraiment à monter d'un cran, et après on est embarqué dans le voyage et on peut plus s'arrêter. On finit dans un truc... c'est fort, on a envie d'avoir la suite. Donc voilà, écoute, on va aller dans la partie spoiler. Donc c'est parti. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de politique? Parce que la politique c'est important, ça surtout dans Star Wars. Alors où on en est au niveau de la politique? Et déjà ce qu'on peut dire c'est que ce qu'on voit au niveau de Coruscant, c'est qu'il y a beaucoup de corruption. Et que pareil, effectivement tu te posais la question de savoir si Palpatine c'était un fasciste, un dictateur. La réponse est oui, parce qu'en gros c'est genre ah oui on vous donne un petit peu de pouvoir, mais en fait c'est juste une façade. Le vrai pouvoir c'est nous, quoi. C'est l'Empire. Les pauvres gens ils arrivent comme ça, c'est genre bonne nouvelle, vous appartenez à l'Empire maintenant. Ah ouais, mais nous on n'a rien demandé, on s'en fout, maintenant vous appartenez à l'Empire. Ça marche comme ça. Tu te balades dans la rue, on t'arrête, ça marche comme ça. Voilà. Et c'est fou. Et sur Coruscant, tiens, parle-nous un peu de comment ça fonctionne sur Coruscant. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce Sénat qui siège, mais on comprend vite que c'est Palpatine qui tire les ficelles derrière. On nous dit plusieurs fois dans la série que le peuple meurt de faim quand même, et que ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup de monde. Et il a dit donnez-leur du pain ou des brioches. Donnez-leur du pain et des jeux. Allez, Mais c'est vrai que toute cette partie politique, elle nous est présentée d'une part par le personnage de Mon Mothma. Je sais pas si tu veux revenir un petit peu dessus pour nos auditeurs qui seraient peut-être pas oui. Et alors en fait c'est avec le personnage. Oui, alors c'est une sénatrice qui vient de la planète Chandria, et donc on la voit apparaître dans l'épisode 3. Elle est d'ailleurs à cette époque-là parce qu'il amie avec donc le père de Leia, et tous les deux ils sont un peu les instigateurs de la rébellion. Donc on les voit après dans Rogue One où on voit un peu plus l'organisation, et on la voit ensuite par la suite dans la trilogie où elle devient un peu la dirigeante donc de cette rébellion. Et ce qu'on sait après par rapport aux romans canon qui sont sortis, c'est que par la suite elle est devenue la première chancelière donc de la Nouvelle République. Donc là logiquement à l'époque du Mandalorien, c'est elle qui dirige la Nouvelle République. Donc voilà un peu pour vous la situer. Et elle connaissait bien sûr Padmé Amidala, puisque ça se voit pas trop dans les films, mais si vous lisez la novélisation de l'épisode 3, vous voyez que aussi Padmé elle était elle faisait partie un peu des instigateurs de la création de la rébellion. Donc voilà pour la situer. Et là dans la série effectivement on voit que elle est complètement dépitée par son boulot de sénatrice, parce que il y a des scènes où on voit un Sénat qui est quasiment vide, tiens, un peu comme dans nos assemblées en France. Des fois, il y a des moments où il y a personne. Je ne dis pas, je ne dis rien niveau politique, mais bon, voilà. Vous avez compris le parallèle. Donc voilà. Et puis en même temps, on sent que c'est un personnage qui vit très mal en fait de rien pouvoir faire pour aider les gens, parce qu'on voit quand même elle se soucie beaucoup
de son peuple, des autres gens qui l'entourent, les autres peuples de la galaxie, et on voit qu'elle peut pas rester les bras ballants en fait. C'est ça. On sent qu'elle se sent vite un peu impuissante. Alors en public, elle reste quand même cette sénatrice qui est un petit peu opposée à l'Empire, mais qui est vue plus comme une enquiquineuse, qui vient un peu titiller, mais pas vraiment comme une menace. Alors que quand même, parce qu'il la surveille pas mal en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils se rendent pas compte entre guillemets de l'ampleur de son implication. En tout cas, au début, de l'ampleur de son implication dans la rébellion, même si petit à petit, la politique va se durcir parce que on comprend qu'au début, elle donnait pas mal de fonds donc à un autre personnage, le personnage de Stellan Skarsgård, qui interprète Luthen et qui du coup s'occupait de la rébellion, donc elle lui fournissait des fonds et on voit qu'elle commence un peu à être bloquée parce que l'Empire durcit un peu sa politique, notamment sur tout ce qui touche aux fonds monétaires. Elle se sent un peu acculée, elle est obligée de demander de l'aide autour d'elle, elle sait pas trop à qui se fier, à qui faire confiance, et on voit qu'elle doit commencer à demander de l'aide à des personnes qui sont peu recommandables finalement. C'est ça, en fait, c'est un monde où plus ça va, plus les gens ils sont acculés, c'est fou. Mais c'est vrai que aussi ça permet de montrer à quel point l'Empire il est dans la manipulation, parce que on parlait de fascisme, un des trucs qu'on retrouve beaucoup dans ce type de régime, c'est la manipulation des gens, la manipulation des médias, la propagande, voilà, ça on l'a pas mal dans la série, et puis c'est vrai que plus ça va, plus elle est un peu dans une liste de dissidents, donc elle est quand même surveillée parce que il y a quelqu'un qui a il y a son chauffeur qui la surveille, et puis on voit aussi son mari, ça a l'air d'être moi j'ai zéro confiance en lui et en sa fille là, franchement ils sont pas sympas avec elle quoi, le mari comme il l'envoie chier. Non, il est de fou. Il est pas cool et on sent que elle a plus beaucoup d'options. Elle peut pas se tourner vers lui. Lui, il n'est pas au courant de ce qu'elle fait et elle sait plus trop comment s'en sortir. Et c'est vrai que tu parlais de propagande et on sent que l'Empire répand un peu ces rumeurs d'insécurité de la population pour justifier le fait qu'il y ait autant de militaires. Et on a notamment à un moment donné une scène où c'est une espèce de gala, je ne sais plus, ou une réception, où on sent qu'il y a pas mal de personnes qui croient cette propagande et qui disent qu'ils se sentent pas en sécurité et qui veulent justement qu'il y ait plus de soldats, qu'il y ait plus de gens qui soient là pour leur sécurité. Oui, puis ils parlent de terrorisme. On voit des fois l'Empire ils font tuer des gens en faisant croire que c'est la rébellion, pour, comme tu l'as dit, voilà, justifier leurs actions. S'ils peuvent se débarrasser de gens qui les dérangent, pareil, en faisant accuser les autres, allez hop, on y va. D'un autre côté, on te dit mais oui, on vous donne du boulot et tout, puis on voit qu'il y a la misère, qu'il y a beaucoup de gens qui crèvent la dalle, qui meurent. Genre la mère d'Andorre, après quand il est obligé de fuir et qui la laisse, on voit qu'elle crève la dalle, qu'elle en tombe malade et qu'elle en meurt quand même. C'est violent. Et puis il y a tout un truc aussi sur l'histoire d'Andorre, parce que Andorre, on voit que c'est donc un gamin adopté qui vivait sur une espèce de planète un peu comme des Ewoks, mais des humains quoi. Enfin, au niveau culturel, c'est un côté un peu enfant sauvage, un peu Tarzan quoi. Enfin, c'est très, ça. Et ils sont arrivés, l'Empire, et puis ils ont dit allez, on va tirer dans le tas, et puis ceux qui crèvent pas, on les prend, on en fait des esclaves et on les balance. Et d'ailleurs, le personnage d'Andorre au début est à la recherche de sa sœur qui a disparu, et apparemment ils en ont fait une prostituée, donc c'est super l'Empire, j'ai envie de dire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un parallèle aussi avec le roman de Claudia Gray, Étoile perdue. Je sais plus si tu l'avais lu ou pas. Je l'ai pas lu encore. Je l'ai. Il est dans ma bibliothèque, mais il faut que je le lise. Il est très très bien, parce que là aussi tu retrouves justement tout ce côté manipulation, sur le fait de pousser les gens à engagez-vous, l'Empire c'est trop bien. Et là justement on peut faire le parallèle avec le personnage là, du jeune militaire, enfin je sais plus ce qu'il est, commissaire au début, où il est à fond sur l'Empire, il veut trop faire son boulot, puis ça marche pas, et puis on se dit peut-être qu'il va se rendre compte que ils se font tuber. En fait non, il est complètement
Endoctriné. Il est fou, quoi, endoctriné. Il fait une fixation en mode stalker sur une autre meuf qui, pareil aussi, elle est super endoctrinée et elle hésite pas, à marcher sur les autres pour faire de la délation, pour prouver que elle a raison. Et puis on voit aussi que d'autre côté, on a les autorités qui cachent des infos aux personnes qu'ils emploient parce que ils essayent de dire que genre c'est rien, les matériaux qui disparaissent, l'argent qui a été volé, alors qu'en fait ils se doutent qu'il y a quelque chose mais ils veulent pas reconnaître que l'Empire est pas plein pouvoir, quoi. Donc ça aussi c'est de la manipulation. Il faut surtout pas que les gens sachent qu'il y a des gens qui mettent à mal l'Empire parce que ça va pas du tout pour l'autorité. Donc c'est tout ça c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on l'avait pas trop vu traité avant à part dans les romans. Et je trouve ça chouette qu'il le montre parce que effectivement l'Empire c'était une dure période et ça permet de comprendre aussi pourquoi il y avait la rébellion. Encore une fois, l'Empire ça se limite pas à Palpatine et Vador en disant ah oui ils sont pas gentils, il faut se battre contre eux. Non, il y avait des gens qui étaient quand même c'est un peu encore une fois rapport avec la Seconde Guerre mondiale, quoi. Il y a des gens qui étaient collaborationnistes, quoi. Enfin ouais, c'est ça, collabo, quoi, qui marchait avec l'Empire et qui n'hésitait pas à sacrifier des gens. Et puis d'un autre côté, on voit que pour survivre, il faut aussi faire des choses un peu sales. Et donc tu l'as dit là, le personnage de l'antiquaire, donc on voit qu'à un moment il est obligé de sacrifier tout un vaisseau pour pouvoir sauver le reste de la rébellion. De l'autre côté, on a Mon Mothma finalement à la fin sacrifie un peu son mari pour elle s'en sortir et sa fille aussi, ouais. Bon, en même temps, c'est des bon, après, non, est-ce qu'on a de la compassion pour eux? Pas du tout, mais bon. Non. Mais bon, par contre, je crois qu'elle sacrifie son mari pour pas avoir à sacrifier sa fille, parce qu'elle disait, quel choix j'ai, et en fait, en mettant tout sur le dos de son mari, en disant, on m'a dit qu'il y avait de l'argent qui avait disparu, c'est toi qui as joué et tout, et elle le dit bien à côté du chauffeur, pour que le chauffeur aille le répéter à l'Empire. Mais il me semble quand même qu'à la fin, il y a une scène où, tu sais, donc le personnage qu'elle a rencontré qui s'appelle Davos Gulden, là, qui lui avait demandé de rencontrer son fils, il me semble qu'il leur rend visite avec son fils. Alors ça veut pas dire pour autant qu'elle acceptera tout, mais je crois qu'il y a une scène. Bon, peut-être je pense qu'elle est mal barrée. Voilà, elle essaye de s'en sortir comme elle peut, quoi. Elle est mal barrée. Et puis alors le truc le plus scandaleux quand même au niveau de cette politique et des agissements de l'Empire, c'est quand même tout l'arc avec la prison. C'est-à-dire que ils arrêtent comme ça random des gens et leur disent ouais, toi t'as fait des trucs pas bien, on t'envoie en prison. Et alors quand ils sont dans ces prisons, c'est l'enfer. Encore une fois, c'est un truc qui est en étage et moi j'ai pensé à un purgatoire parce que c'est des usines impériales. Ouais, c'est des usines impériales et je veux dire c'est l'enfer. Ils te disent oui, tu dois faire tant de temps et puis à chaque fois ils te rallongent ton temps et en fait quand t'as fini de faire ton temps à un étage, ils te transportent à un autre. Et c'est pour ça que je pense au cercle de l'enfer, tu vois. Et en même temps, j'ai aussi pensé à un film de science-fiction avec Christophe Lambert où je sais pas une belle référence, mais j'ai pensé au film Forteresse. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un film des années 90, enfin dans les années 90, où en gros c'est pareil, on est dans un pays très totalitaire et tu as en fait t'as une politique sur si t'as le droit ou pas d'avoir des enfants. Et bref, t'as Lambert qui essaye de s'échapper, je sais plus, je crois que c'est des États-Unis ou je sais plus, avec sa copine, et ils se font choper et donc lui il finit en prison. Et en fait dans cette prison t'as un système où on te met un truc, une espèce de capsule, dans le corps, et en gros ils peuvent te faire exploser le crâne comme ça si t'essayes de t'échapper. C'est la Suicide Squad. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Donc si t'essaies de t'échapper, si tu dépasses une certaine ligne et tout. Et quand j'ai vu la prison où eux c'est des chocs électriques, j'ai pensé à ça aussi. Donc c'est hyper, c'est hyper dur ces épisodes-là. Et tu vois des gens qui se tuent la tâche. T'as cette scène magnifique où t'as ce pauvre mec qui restait pas longtemps comme jour, qui fait une crise cardiaque, je crois, ou un AVC, je sais plus, et qui meurt. Mais ça m'a fait pleurer, quoi. J'avais de la peine. Mais après, on apprend finalement que même s'il ne restait pas beaucoup de temps, ils ne sont jamais réellement libérés. Ouais. Et c'est là, tu vois, dans cette partie-là, qu'il y a vraiment toute cette colère, cette étincelle qui naît et qui fait que, Andor, il va basculer. C'est-à-dire que la première mission qu'il fait en tant
espion, c'est vraiment pour le fric, il s'en fout. Même si il y a l'histoire avec le gosse à la fin là qui meurt, qui lui donne son manifeste, où déjà ça lui fait un petit truc de rébellion. Mais là, dans cette prison, ce qu'il va vivre, ça va profondément le changer, et notamment sa relation avec, on peut le dire, Andy Serkis, quoi. Ah, je savais pas du tout qu'il allait jouer dedans, Andy Serkis, mais quand je l'ai vu, ah ouais, moi non plus. Moi aussi, c'était une belle surprise. Ah oui, en plus, il prend une douche à un moment. Scène d'anthologie. Et je vois James au loin qui me regarde. Et oui, James, c'est vrai, je décris ce que je vois. Non, mais c'est cool. Alors, Andy Serkis, c'est pas la première fois qu'il joue dans Star Wars, bien sûr, hein, puisqu'il jouait Snoke, dans la postlogie, par exemple. Mais alors là, donc en fait, il joue un co-détenu de la prison, qui est un peu le chef d'équipe. Ouais, le responsable de section, un peu. Ouais, voilà, puisqu'ils doivent donc assembler à la chaîne... on sait pas trop quoi au début, on l'apprendra à la fin, même si on a quelques doutes. Là, c'est pareil, encore une fois, tu vois, tu retrouves une influence, une référence à Metropolis, et même dans la déco, les costumes, tu penses au premier film aussi de George Lucas, qui était aussi une œuvre de science-fiction, qui était THX 138. J'arrive jamais à retenir le chiffre, excusez-moi. Ça, je trouve ça chouette de rendre cet hommage-là aussi, où c'était une société qui était très dure, avec des gens qui avaient pas de liberté. Je trouvais que c'était un bel hommage. Franchement, c'est une des séries Star Wars qui aura un bel hommage au matériel de base et au travail de George Lucas. Vas-y, tu veux parler de la prison? Oui. C'est vrai que tu l'as dit, les conditions elles sont compliquées. Il y a aussi tout un système où en fait, comme on le disait, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs secteurs, et à chaque fois donc ils sont répartis avec des tables, ce qu'ils appellent des tables d'assemblage, qui vont être en concurrence à chaque fois. Et du coup, ils vont mettre les prisonniers, ils sont en équipe, mais aussi en concurrence les uns contre les autres, parce que ceux qui arrivent derniers se prennent des coups de taser entre guillemets. Donc il y a vraiment cet esprit de compétition et tout pour pousser les détenus à pas forcément s'allier et à se méfier aussi peut-être des uns des autres. Et c'est aussi comme ça qu'ils maintiennent le statu quo. Et finalement, heureusement qu'il y a une petite étincelle qui fait que tout va finir par partir. Et même on sent que le personnage d'Andy Serkis au début, il veut pas trop s'impliquer. Et c'est la petite étincelle de comprendre aussi qu'ils ne partiront jamais d'ici, qui fait que même lui se joint à l'équipe et a un discours finalement qui est super émouvant quand il galvanise les troupes, qui est vraiment une scène. Ah oui, non mais en plus c'est ça, parce que quand Andor arrive, non seulement les prisonniers ils apprennent qu'à l'extérieur personne n'est au courant que cette prison existe, que donc personne viendra les aider, et puis ils voient ce pauvre gars là qui s'est tué à la tâche pour s'en sortir, donc en même temps ils se disent merde, ça va peut-être m'arriver, et puis en plus après ils apprennent, alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire quand les prisonniers ils font la queue entre l'endroit où ils travaillent et l'endroit où ils dorment, ils arrivent à voir les autres sections à travers des vitres, et en fait ils ont fait un langage donc de signes pour pouvoir en fait parler entre sections et s'échanger des infos. Et donc là, ils apprennent un jour, et ça commence à partir en sucette, que en fait il y a quelqu'un qui était censé être relâché et qui a été amené dans une section et qui l'a dit, et ça a fait un scandale, et toute une section a été tuée à cause de ça. Et donc là ça commence à s'agiter, il y a plein de gens qui veulent se rebeller. Et Andor commence donc à s'adresser au personnage d'Andy Serkis et lui dit, tu vois, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas rester comme ça et tout. Et c'est vrai que il va péter un câble, et effectivement ils vont tous s'entraider et réussir à s'en sortir. Et t'arrives à cette scène où il dit voilà, vous me connaissez, en gros, comme il se présentait comme moi je croyais au système et tout, puis je découvre le truc et on peut pas rester comme ça, il faut qu'on s'enfuit. Et là on a vraiment une réalisation qui est poignante, où on voit ces hommes qui courent, qui arrivent comme une vague sur tous ces gardes et tout, qui arrivent à s'échapper, et finalement quand ils retrouvent la lumière du jour, ils s'aperçoivent qu'ils sont au milieu de l'eau. Et là ils se jettent à l'eau et tout, mais là on a cette scène où on a le personnage d'Andy Serkis qui est là, qui regarde et qui dit mais je sais pas nager. Et Andor peut même pas l'aider parce qu'il se fait pousser par la vague des autres gens qui sautent. Et on sait pas s'il s'en est sorti, on sait pas s'il a tenté sa chance quand même, s'il est resté prisonnier. Mais la composition d'Andy Serkis dans cette scène, mais vraiment, là encore une fois, j'ai pleuré. À ce regard à la fois heureux pour les autres et à la fois triste parce qu'il sait pas quoi faire, c'est déchirant. Et quand tu vois ça, effectivement,
tu finis l'épisode en colère en disant mais je vais tout casser quoi. Ouais. Enfin t'as envie de prendre Palpatine et de lui péter la figure quoi. C'est d'une force. Oh là 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 là. Non, c'était vraiment cet épisode là, il était très fort en émotion. Ah ouais parce que on va pas se leurrer la face, tu vois, je me doutais que l'Empire c'était vraiment pas bien et tout, mais de voir ça tu te dis mais en fait c'était encore pire que ce que je pensais. Et là on voit qu'un petit bout, on voit rien du tout, et je suis sûre que sur d'autres planètes c'est des trucs encore pires. Et puis il y a des choses qui ont été sous-entendues dans le Mandalorien, dans d'autres bouquins, des trucs comme ça. On sait que Palpatine, il a fait des expériences, même dans les jeux vidéo, on se rend compte qu'il a fait des expériences. Et puis si vous avez vu la postologie, vous vous doutez de à quoi servent des expériences aussi. Donc on peut se demander si quelque part il n'existerait pas d'autres prisons où des gens seraient peut-être soumis à des expériences. Quand on sait qu'il enlève des gosses aussi. Hein, et oui. On peut se douter qu'il est pas tout blanc, le petit Palpatine. Ah oui, c'est l'horreur. Et d'ailleurs, là on peut parler de la scène de fin là, dans le village d'origine de Cassio, où justement sa mère est morte et il y a l'enterrement qui doit être fait. Et là c'est une scène de grosse tension parce que on a d'un côté l'Empire qui surveille l'enterrement pour voir si Cassio va se montrer, et puis on sent que le peuple là, on sent que ça monte, et puis arrive cette scène fantastique où en fait la mère de Cassio a enregistré un message donc posthume. Apparemment c'est la commune la commune, c'est la ça change plus, trouve le mot, pas commune, je change plus le mot, attends, je vais le refaire. Je vois pas quel ouais, c'est bon. Je vais y arriver. Donc en fait c'est la tradition, donc que quand une personne meurt, si elle appartenait à un certain ordre, je sais plus là, les sœurs de je sais pas quoi, enfin un truc qui est de légende, en gros tu dois faire un discours, tu enregistres un truc avant, et elle fait son discours et elle sort un truc mais méga révolutionnaire en disant mais voilà, moi l'héritage que je vous laisse, et vous qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez accepter de rester comme ça? Est-ce que vous allez vous réveiller? Parce que moi ce que je vois c'est qu'on est endormi, qu'on s'est fait avoir par l'Empire. Est-ce que vous allez vous réveiller? Est-ce que vous allez faire quelque chose? Et là on a genre la cloche qui sonne, le mec qui sonne les heures et tout, pour le bleu qui commence à toquer les cloches et tout, et les gens qui commencent à s'énerver là, qui y vont à fond. Ah là là, c'est un truc ça. D'ailleurs comment c'est filmé, ça m'a fait penser à l'adaptation d'Evita avec tu sais la version avec Madonna de attends, je ne trouve plus le nom du réalisateur. Bon, je retrouverai plus tard, c'est pas grave. Où t'as toutes ces scènes comme ça, où t'as le peuple d'Argentine là qui se rebelle et tout, qui en ont marre, où on sent une force, un élan qui va, un côté un peu très musical, parce que justement il y a la partie chantée. Et là j'ai retrouvé ça un peu, cette espèce d'énergie où les gens, on dirait qu'ils s'unissent comme dans un chant de révolutionnaires et qui passent à l'attaque. Et là ça bascule très vite en scène de baston. On a l'impression limite d'être dans une scène de guerre comme pourrait le filmer Spielberg dans Il faut sauver le soldat Ryan par exemple, hein. Je sais pas toi ce que tu en penses. Non, c'est vraiment moi c'est une scène que j'ai trouvé qui était un peu parfaite pour le final de cette première saison, et c'est une scène qui a tout finalement, qui dégage de l'émotion parce qu'on est quand même touché par la mort de ce personnage qui était attachant, qui était fort. Et on est touché aussi par la détresse et par la tristesse de Andor, et puis on a ce côté vraiment révolutionnaire. On sent que ça y est, ça s'enclenche, et on sent que les gens déjà on avait, je trouve, sur ces planètes là, sur Ferrix, on avait déjà un sentiment un peu de solidarité dans ce peuple, parce qu'on voyait que quand les impériaux arrivaient, il y avait tout ce système, tu sais, où ils font du bruit de rue en rue pour prévenir tout le monde que les impériaux sont là. Donc on sent qu'il y avait déjà un peu des liens dans le peuple, et en fait que finalement ce discours qui est assez puissant et qui fait écho un peu au discours qu'a eu le personnage de Andy Serkis, ce discours est en fait l'étincelle qui va tout allumer, qui va pousser finalement les gens à sauter le pas et vraiment à se révolter, à arrêter de se faire marcher dessus par l'Empire, quoi. Exactement. Mais alors, après tu vois, on est totalement dans une série qui encore une fois va dans un rapport à ce qu'on a connu dans notre propre histoire, où vraiment il y a le peuple qui est pressé de tous les côtés, qui est pressé par l'Empire, mais qui se retrouve aussi dans une situation oppressante à cause des personnes qui sont dans la rébellion. Parce qu'on voit encore une fois là, le perso de Luthen
qui commet des actions, qui manipule d'autres trucs, qui fait que ça va conduire à des choses dramatiques où justement ça va renforcer l'oppression sur le peuple. Et il le dit lui-même, le seul moyen de faire que les gens se réveillent et agissent, c'est malheureusement de faire souffrir quelques-uns pour que les autres se rebellent. Tant qu'ils ont à manger, tant qu'ils ont leur petite vie tranquille, ils se rendent pas compte qu'ils se font bouffer en fait. Et c'est là que ça renvoie justement à Rogue One où t'avais cette scène, j'en parlais, je sais plus dans quelle émission, où t'avais Cassio et la fille, là c'était Jyn Erso, qui discutaient, et à un moment il lui dit « Ah mais t'as pas vu ce que j'ai vu ?» Enfin, on comprenait rien que dans le jeu de Diego Luna, dans son regard, qu'il avait vu des choses sales. Et là on voit justement avec dans la série, ce à quoi peut-être il commençait déjà à faire référence, et il a dû en voir d'autres après, hein, mais on voit que c'est la guerre, hein, je suis désolée, et malheureusement dans la guerre, il y a des gens qui doivent faire des choses très sales pour essayer de faire quelque chose de bon après, quoi. C'est ça. Et on le voit, il y a des choix à faire, et on a tous toute cette intrigue qui s'articule autour du personnage de l'antiquaire. On revoit donc le personnage qui était dans Rogue One, qui est de Saw Gerrera, et on a aussi cette personne qui était on apprend que donc l'antiquaire a un informateur qui fait partie de ce groupe de l'Empire, et pour pas griller la couverture de son informateur, ils vont être prêts, et aussi pour rassurer l'Empire et leur faire croire qu'il n'y a pas de menace, ils vont être prêts à sacrifier tout un groupe de rebelles. Donc se pose aussi un peu la question de la morale. Est-ce qu'on peut sacrifier un groupe pour faire peut-être plus tard un coup d'éclat plus grand? Il y a quand même des gens qui vont mourir, et donc ça pose des questions un peu de ce côté, de ce point de vue-là. Oui, c'est vraiment des questions d'éthique, hein. En plus, c'est qu'il y a des moments où tu te dis, il fait ça, il a pas de cœur et tout, puis on voit que quand même, quelque part, ça lui coûte, mais que il peut pas faire autrement. Ouais. Il a réfléchi, il peut pas faire autrement. Et c'est encore plus triste, parce que tu te dis, moi, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais fait pareil? Est-ce que j'aurais pu faire un autre choix? Enfin, non, mais c'est vraiment, c'est très très fort. Et puis il le joue très très bien, encore une fois. Vraiment, il arrive à son visage, des fois on a l'impression que il est très dur, presque agressif. Puis des fois on sent, on a l'impression limite qu'il se rapetisse. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, il arrive à être hyper touchant. Puis t'as tout ce discours aussi, son assistante, quand t'as la cousine de Mon Mothma, là, qui va le voir son assistante, pour dire, il faut prévenir Cassio que sa mère elle est morte. Que sa mère est morte et tout, elle lui dit non mais attends, je peux pas risquer de griller notre couverture juste pour ça, tu te rends pas compte de tout ce qui est en jeu, on est surveillé, enfin, et d'ailleurs c'est ce qui se passe avec l'ami de Cassio là, qui essaie de l'appeler en utilisant l'antenne donc de la résistance, et elle se fait attraper comme ça, et la pauvre elle se fait torturer, alors que si elle avait rien dit, ça se serait mieux passé, enfin. C'est fou. Puis même quand Cassio il apprend que sa mère elle est morte, mais elle est horrible cette scène. Ouais, on sent qu'il est profondément touché, et qu'il s'y attendait pas, quoi, et que il y a aussi cette culpabilité d'être parti et de l'avoir laissé, quoi, de pas avoir insisté ou de pas l'avoir forcé. Ouais. Puis en plus, il était avec une personne avec qui il s'est échappé, et on sent que la personne n'était pas très bien et tout, et en fait, pour pas que la personne se fasse du souci pour lui, il va mentir en disant, ah non, c'est bon, j'ai pu avoir des news des gens, tout va bien et tout, pour que le gars, il ait l'espoir et que, il continue sa vie, parce que on sent qu'il était à deux doigts que ça l'a traumatisé, et on se dit, c'est mal barré. Donc on voit aussi le côté choquant et les traumatismes qu'entraîne la guerre. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont pas forcément abordé dans Star Wars, je trouve, le côté trauma. Non, c'est intéressant de pouvoir le mettre en avant ici. Ah oui. Franchement, limite, tu pourrais faire un Rambo dans l'espace, quoi, avec Andor qui est traumatisé. Bon, voilà. Non, mais ça pourrait être intéressant de faire un perso, justement, qui a fait des choses horribles dans la Résistance et qui doit vivre avec ça après. Moi, j'aimerais bien lire. On nous montre pas toujours les mauvais côtés. Enfin, dans Star Wars, après, on n'a pas aussi le temps de tout développer. Mais c'est vrai qu'on nous montre pas les mauvais côtés de la Résistance, qu'il y a eu aussi des choses qui ont été faites qui étaient pas forcément très bien, quoi. Ah oui, ça on s'en doute, mais c'est l'occasion d'en parler.
Exactement. Puis franchement, cette réalisation, encore une fois, ça met vraiment en valeur le script, les dialogues. Les dialogues sont excellents aussi. Je trouve qu'ils sont toujours justes. Après, c'est peut-être la façon de les dire aussi, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien écrits, bien réfléchis. Les manipulations, on voit que ça vient progressivement. Ça peut être genre juste un tout petit mot dans une phrase qui va prendre son sens plus tard. Enfin, c'est vraiment, non, c'est vraiment très très bien fait. Et encore une fois, moi, je suis très très fan de la réalisation parce qu'elle est très très épurée. Il y a très peu de mouvements de caméra un peu fous. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire par le cadre. On va avoir... je trouve que souvent, on a le cercle aussi, la forme du cercle qui va revenir, comme pour montrer que même les personnages, ils sont pris au piège, ont quelque chose qui se répète tout le temps. Ça peut être voilà l'oppression, ça peut être le fait, ce cercle, le fait de toujours reproduire les mêmes actions et compagnie. Et puis, on a des liens aussi... avec Rogue One quand même dans la série, puisqu'on voit qu'en fait ce sur quoi travaille Andor dans la prison, en fait c'est des bouts de l'étoile noire. Donc effectivement tu t'en doutes, mais quand tu vois la révélation à la fin en scène post-générique, ça glace le sang, parce que tu te dis que si ça se trouve il y a des gens qui ont travaillé à leur propre mort plus tard, quoi, parce qu'on a bien vu ce que ça faisait, l'étoile de la mort, la planète Alderaan s'en rappelle encore, Donc c'est hyper glaçant, c'est vraiment une époque de terreur. Et effectivement, quand t'as Obi-Wan Kenobi dans la trilogie qui dit que l'Empire c'est quand même une époque de terreur, c'est ça déconne pas, ça prend tout son sens aussi, ça permet de rajouter du contexte aux choses qui sont dites ailleurs. Donc non, je trouve que ça s'imbrique bien dans la saga, je trouve. C'est ça. Et c'est vrai que cette scène post-générique, cette scène finale là, elle prend toute son ampleur. Déjà on est transporté par ce final qui était quand même très réussi, je trouve, et on a ce second coup, un peu ce second souffle qu'on nous met. Donc ça crée vraiment de l'émotion. Et ce que je trouve qui est hyper aussi intéressant dans cette série, c'est toute l'évolution du personnage d'Andor en lui-même, si tu veux, parce qu'on sent qu'au début on parle un petit peu de la rébellion, mais on sent que lui, il s'en méfie. Même les gens entre eux se méfient parce qu'il y a plusieurs petites cellules de rébellion, mais même entre eux, ils se font pas confiance. Et même les gens n'ont pas forcément une très bonne image. Andor, on sent qu'il est assez méfiant vis-à-vis de tout ça quand on vient le chercher. Et c'est vraiment au travers, je sais pas comment tu ressens, mais moi je ressens que c'est au travers des rencontres qu'il va faire tout au long de la série, qui à chaque fois vont lui rajouter un coup. Donc il va y avoir ce camarade avec qui ils vont faire le casse sur Aldhani qui va mourir. Ensuite, on va avoir c'est le petit jeune qui, lui, on sent qu'il est vraiment emballé par la cause, alors que Andor, lui, il fait ça que pour l'argent. Et c'est au travers de ses discours aussi que ça va le toucher. Ça va rentrer. Parce qu'il lui donne ce manifeste. On voit que par la suite, il écoute ce manifeste, qui va même le récupérer en sortant de la prison dans sa planque. Moi, je serais pas surprise qu'après ce manifeste, il finisse entre les mains de Mon Mothma et de la rébellion, et que ça devienne un truc important dans la rébellion. Ça serait pas mal, je trouve. C'est ça. Et au travers aussi des gens qu'il va rencontrer dans la prison, du personnage d'Andy Serkis, toutes ces rencontres vont faire qu'au final, il va se rendre compte qu'il faut faire quelque chose et qu'il peut pas juste rester passif, même au travers de la mort de sa mère. Il y a, enfin, pour moi, bien sûr, cette série, elle a beaucoup de thématiques qui sont fortes et qui sont intéressantes, et ça aborde plein de sujets, mais il y a aussi cette thématique de l'évolution d'Andor, comment il est devenu un rebelle, et qu'est-ce qui, c'est pas juste sur un coup de tête, c'est tout ce parcours qui finalement le pousse à s'investir et à dire je peux pas juste rester spectateur de tout ce qui se passe, quoi. Mais c'est exactement ça, tu as raison de le dire. C'est une série qui est vraiment du point de vue humain. C'est-à-dire que avant, ce qu'on avait, je me réfère encore au film, c'était du point de vue du mythe, d'un point de vue très très large. Et là, on est recentré sur l'humain de base, et c'est important de mettre un visage sur ces personnes qui souffrent. Tu vois, c'est comme par exemple quand tu vois pour la première fois la planète Alderaan qui explose. Tu vois que Leia elle est triste, mais toi ça te fait pas plus que ça. Tu te dis ah merde, ils ont tué une planète. Mais quand tu rencontres dans la prélogie Bail Organa, que tu lis les romans de la princesse Leia là qui sont sortis récemment et tout, t'es putain de triste quand tu revois cette histoire. Ouais, tu comprends l'ampleur. Ah ouais, quand tu revois le truc, maintenant ça me touche encore plus. C'est pareil quand tu lis, c'est pour ça, encore une fois, Lost Star, c'est vraiment, je vous le recommanderai jamais assez, ce livre. Quand tu vois justement les deux points de vue, que tu te rends compte que dans les personnes qui étaient dans l'Empire, il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils se sont fait embrigader, et qui se rendent compte de l'horreur
à laquelle ils sont associés, bah voilà, tu te rends compte que on oublie l'humain en fait dans ce conflit-là et que c'est pas juste encore une fois le côté légendaire. Il y a des gens qui se lèvent, qui vont travailler, qui vivent dans cet environnement et qui souffrent. Et c'est parce qu'il y a cette souffrance qu'il y a eu la rébellion. La rébellion, c'est pas juste Leia et ses potes, c'est beaucoup de gens qui n'en pouvaient plus. Donc ça, c'est bien aussi de le rappeler. Je trouve que ça rajoute encore une fois du contexte, un peu comme The Clone Wars l'a fait en rajoutant du contexte, en rajoutant de la force à ce grand récit, à ce grand univers, et ça le rend vraiment plus crédible encore une fois. C'est ça. Non, ça met vraiment en valeur des choses qui sont intéressantes et on s'intéresse à des personnages qui n'ont pas eu de voix finalement dans les autres œuvres de la saga, quoi. C'est ça, et Andor, finalement, le fait d'appeler cette série Andor, c'est quelque part, il devient un peu le visage, le représentant de toutes ces personnes qu'on n'entendait pas jusqu'à présent. Et c'est une bonne idée. Encore une fois, je le dis, cette série, c'est une très très bonne idée. Et j'ai hâte de voir la saison 2. Alors, je crois qu'il faut attendre 2024. Ah, ça va 2025. Être long. Ça va être long. Alors, apparemment, il y aura un bond dans le temps aussi qui sera fait. Il me semble que j'avais lu ça aussi, qu'il y aurait un bond dans le temps. Et et que ça s'étalerait sur 5 ans jusqu'à Rogue One, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, je suis assez curieuse de voir où ils vont finir. Est-ce qu'ils vont faire, tu vois, comme la fin de Rogue One, qui était un parfait enchaînement avec l'épisode 4, est-ce qu'ils vont finir, tu vois, sur un enchaînement avec avec Rogue One, genre, ça finit, on lui dit, tu dois aller chercher Jyn Erso, par exemple, je sais pas. Ouais, moi, je le vois bien finir comme ça, boucler la boucle. Ah oui. Tu sais, il y a un perso que j'ai pas cité, que j'ai bien aimé, c'est le petit robot qui appartenait à la mère d'Andor. Il est top. Il est top, qui est doublé encore une fois par Alan Tudyk, donc qui doublait déjà le robot dans Rogue One. Et l'histoire, elle était super triste. Parce que même le robot, il a une âme, en fait. C'est comme un petit animal qui est triste d'avoir perdu sa maîtresse. Et en plus, le look du robot m'a fait énormément penser à une production Disney, qui est Le Trou Noir. Alors, je sais pas si tu l'as vu sur Disney+. Je connais pas. Alors, je te conseille d'essayer. C'est bizarre, mais je te conseille. C'est particulier. C'est vraiment... je sais pas comment expliquer, mais c'est bizarre. Mais c'est quand même un film qui est intéressant. Et le robot dedans, je pense, quand tu le verras, tu comprendras pourquoi je le cite. Moi, je le conseille à nos auditeurs. Il est sur Disney+. C'est une expérience à faire. Il y a des choses très intéressantes dedans. Il y a des choses un peu bizarres, mais voilà. Allez-y, foncez, c'est quand même sympa. Donc voilà, j'avais oublié d'en parler. J'avais beaucoup aimé cette histoire-là. Tu vois un point qu'on aurait oublié? Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense qu'on est revenu un petit peu sur les différentes thématiques. On va pouvoir aller vers la conclusion et on peut peut-être parler de nos attentes pour cette seconde saison. Oui, écoute, moi au niveau des attentes, j'ai envie de voir un peu comment va évoluer Andor au sein de la rébellion et voir plus de missions d'espionnage, un peu comme ce qu'on avait dans l'intro de Rogue One, où on le voyait, tu vois, infiltré, qui n'hésitait pas à devoir tuer quelqu'un pour s'en sortir, voir des trucs sombres comme ça. Ouais, de l'infiltration un peu, tu vois, à la Metal Gear Solid, genre Discretos. Non, mais j'aimerais bien ça, ou même pourquoi pas un hommage à James Bond, ça pourrait être sympa. Ouais. Il pourrait même faire, tu vois, ce que j'aimerais bien aussi, c'est un hommage. Alors, je trouve qu'il y avait un peu certains trucs dans la réalisation qui m'ont fait penser à Hitchcock, le fameux. Tout le monde y revient parce que c'est un peu la base. Mais je verrais bien un truc style, tu vois, La mort aux trousses, des trucs un peu polar, un peu... Ouais, j'aimerais bien un truc comme ça, tu vois, un épisode un peu dans ce style-là, je trouve que ça pourrait être pas mal, quoi. Genre Andor qui est poursuivi, qui doit se cacher, faire plein de trucs. De ce que j'ai lu, des infos qu'on avait, il paraît que donc ce serait divisé en arcs de 3 épisodes. Donc 4 arcs de 3 épisodes. Alors je me dis, si à chaque fois c'est des arcs, ça peut peut-être permettre d'avoir des tons un peu, de garder bien sûr la même trame narrative, mais d'aborder des tons un peu différents, tu vois, d'avoir peut-être 3 épisodes un peu plus polar, 3 épisodes un peu plus espionnage, ça permet de peut-être Ouais, ça pourrait être intéressant. Puis ça fait écho, encore une fois, aux séries animées The Clone Wars, où t'avais des trucs en arc aussi qui étaient intéressants, et ça peut être pas mal. En plus, tu vois, je sais pas si dans la série The Bad Batch qui suit donc The Clone Wars, l'épisode 3 était intéressant et je trouvais que ça faisait un lien avec Andor où, je vous dis pas exactement tous les tournages d'investissement, mais il y a une situation politique qui, je trouve, renvoie à des choses qu'on voit dans Andor au niveau de ce qui se passe après la guerre, de ce que ressentent les gens, de la façon dont l'Empire s'insinue
dans des endroits où forcément ils sont pas les bienvenus, comment ils hésitent pas à tuer des gens pour assurer leur pouvoir. Et je me suis dit tiens, c'est plutôt chouette de faire justement de lier comme ça des séries par les thématiques. Et en plus ouais, l'épisode était bien sombre, était bien intéressant. Et voilà, je vous recommande, c'est dans la saison 2, donc l'épisode 3 de la saison 2 de The Bad Batch. Pareil, c'est disponible sur Disney+. Voilà, écoutez, j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir cette excellente série. Encore une fois, donnez-lui une chance. Si vous l'avez vue, venez en discuter avec nous. Dites-nous si vous avez pleuré, si vous trouvez qu'Andy Serkis il est tout mimi avec ses petits yeux tout tristes. On veut tout savoir, vraiment. Donc n'hésitez pas, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez nous laisser des commentaires, vous tapez James et Faye. Si vous voulez le compte précis Geek en série, alors c'est que sur Twitter, encore une fois, je le dis bien, vous tapez Geek en série que sur Twitter. Ailleurs, si vous trouvez des comptes Geek en série tout court, ce n'est pas nous. Donc n'allez pas parler, voilà, ce sera pas nous. Vous avez aussi le Discord, il y a tous les liens encore une fois en description des épisodes. Franchement, regardez sur vos applications de podcast, vous pouvez voir la description, il y a tous les liens pour nous suivre, pour nous soutenir aussi si vous voulez nous aider à produire ces émissions. Vous pouvez faire un don sur notre compte Tipeee. Sinon, l'un des meilleurs moyens de nous soutenir, c'est de partager les émissions, de nous laisser des petits commentaires et puis de nous mettre 5 étoiles aussi sur vos applications de podcast. Ça nous aide énormément. Voilà. Après, si vous voulez nous retrouver, vous le savez, donc il y a les Geeks en série comme d'habitude. Il y a on a supprimé les rushs, les Comics Discovery qui sont enregistrés bien sûr en live tous les mardis à 21h sur notre chaîne Twitch. Il y a aussi notre spin-off de Geeks en série qui s'appelle We Have to Go Back, donc qu'on enregistre pareil en live aussi, on vous donne les dates. Là pour l'instant on n'a pas encore trouvé notre rythme de croisière, on essaie de faire un épisode par mois minimum, on essaiera d'en faire un peu plus bien sûr par la suite. Et puis là, nouveauté quand même sur nos réseaux sociaux, surtout sur Instagram, on essaye de vous proposer des contenus en plus, donc ça peut être des mini-reviews, ça peut être des petites vidéos aussi pareil où on vous partage des œuvres qu'on a aimées, si on a envie de vous dire tiens j'ai vu cette série, je vous en parle rapidement. Voilà, ça permet d'avoir des mini bonus, on va appeler ça. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous suivre, comme ça vous ne raterez rien. Et toi Léna, où c'est qu'on peut te retrouver également si nos auditeurs veulent te parler, suivre ton travail? Ils peuvent déjà me retrouver donc sur votre Discord. Ensuite, ils peuvent me retrouver donc sur mon Instagram Lena Comics Discovery. Ils peuvent me retrouver aussi tu l'as dit, dans vos émissions, dans Comics Discovery, dans Geek en série. Également tous les premiers samedis du mois dans le Saturday Night Geek Live. Et après sur des petits débriefs là d'autres séries, on verra sur The Last of Us en ce moment. Et ensuite moi je voulais juste avoir pour le mot de la fin, je sais pas si toi tu l'as lu, mais moi je conseille aussi à nos auditeurs qui auraient été très fans de la série Andor et de Rogue One. Moi j'avais lu aussi le livre qui s'appelle Catalyseur de James Luceno, qui est vraiment sur un peu aussi la construction de l'étoile de l'étoile de la mort, et aussi beaucoup de choses en arrière-plan sur des personnages, voilà, que moi j'ai trouvé très très bien aussi pour compléter. Ah oui, alors je vous le conseille avant de voir Rogue One, parce que justement ça vous fera voir la scène d'intro totalement différent. Et c'est vrai, moi je l'avais lu avant de voir le film, et dans la salle c'était cool, on pouvait repérer les gens qui avaient lu le bouquin parce qu'on était tous pareils sur l'intro. Donc oui. Ah oui, il est excellent, tu as raison de le rappeler. Oui. Allez-y, foncez, il est disponible en pocket. Oui. Tout à fait. Et bien voilà, écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission, que ce soit une émission normale, un bonus ou le spin-off. Et puis regardez plein de séries, regardez Star Wars, lisez Star Wars, c'est génial, c'est super. Mangez Star Wars, à part 2 séries, voilà. Allez, salut. Bye.